Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de critique, d'abord sans spoiler, puis avec The Spider-Man No Way Home. Et on commence avec la présentation d'une bande dessinée en collaboration avec la Fnac. Je suis sûr que vous connaissez le Roc. Non, pas celui-là, l'autre encore plus balèze, l'ancienne prison Alcatraz. Aujourd'hui, on imagine la vie qu'aurait pu avoir Frank Lee Morris, le plus célèbre des évadés d'Alcatraz, dans la bande dessinée Frank Lee, l'après-Alcatraz. Et quand on vous parle de l'évadé d'Alcatraz, vous êtes peut-être comme moi, ou plus intéressant, comme l'auteur de la BD Asteda, vous pensez directement au film de Don Siegel avec Clint Eastwood. Et ici, dans cette BD, l'idée c'est justement d'imaginer la suite en dehors des 4 murs de pierre, mais encore faut-il abattre ceux qui restent dans la tête, les murs. Avec le dessin de Ludovic Chesneau, attendez-vous à une palette de couleurs qui vibre avec l'histoire, avec des visages bien typés et des paysages tout simplement extraordinaires. Cette BD, c'est une histoire complète et un destin en 128 pages, avec des gueules cassées, des grands cœurs, mais aussi des salopards. Et en imaginant la vie qu'aurait pu avoir Frank Lee au travers des multiples preuves qui existent de sa survie, Asteda, l'auteur, nous fait aussi traverser les années 60 et 70 particulièrement marquantes, notamment aux États-Unis. Entre main tendue, poing balancé, souvenirs cuisants en noir et blanc, c'est tout un parcours qui se dévore comme un biopic hollywoodien. Et si cette BD vous intéresse, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Spider-Man No Way Home, voilà bien un film qui va cartonner, qui cartonne déjà sur son premier jour d'exploitation. Il faut dire que toutes les étoiles étaient alignées pour ce blockbuster qui compte l'un des 3 super-héros les plus célèbres et appréciés du monde entier. Ce qui me semble clair, c'est que la plupart, voire la grande majorité des spectateurs devraient passer un bon, voire un excellent moment, même s'il n'est pas toujours évident de juger des réactions du plus grand nombre uniquement sur la base de l'ambiance dans le public des toutes premières séances, puisque par définition, dans les toutes premières séances, on va vraiment avoir les passionnés, les fans hardcore. De mon point de vue, le principal ingrédient qu'on trouve dans ce film, c'est du fanservice. Alors oui, je sais, fanservice, voilà un terme un petit peu fourre-tout dans lequel on pourra trouver différents types de ressentis. Pour le dire autrement, ce film va cocher toutes les cases de ce qui pourrait faire réagir des fans. Et en gros, on retrouvera toutes les références, on va jouer sur toutes les cordes sensibles possibles lorsqu'on pense à Spider-Man au cinéma. Et quand on pousse le curseur du fanservice aussi loin, c'est forcément au détriment d'une partie de l'originalité ou même de la personnalité du film qui devient essentiellement un support de référence à d'autres œuvres plutôt que de tracer son propre chemin, de définir sa propre identité. Et ce risque ultime de la dilution complète de l'identité, eh bien ce film va y échapper de justesse grâce à sa toute dernière partie qui est sans aucun doute, de mon point de vue en tout cas, sa portion la plus réussie. Et on le sait bien dans une œuvre et notamment au cinéma, réussir une fin c'est extrêmement difficile mais c'est aussi extrêmement important pour définir la note sur laquelle le public restera en quittant la salle et là ce sera bien sûr l'engouement et l'enthousiasme. Et de ce fait, avec ce double tour de magie, si je peux utiliser cette expression alors qu'on a Doctor Strange dans le film, à savoir le fanservice à fond et une fin réussie, eh bien il me semble que la qualité perçue par la majorité des spectateurs, la qualité de ce film, sera supérieure à ce qu'elle serait après une période de réflexion en mûrissant un petit peu son avis profond sur le film. En résumé, et je pense que vous l'aurez compris, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un mauvais film, mais qu'une grande partie des spectateurs, voire une très grande, je n'en sais rien, vont l'apprécier pour de bonnes raisons, mais aussi quelques autres qui sont, de mon point de vue, plus discutables. Et pour aller maintenant un tout petit peu plus dans le détail, mais toujours sans spoiler, je vous rassure si vous n'avez pas vu le film,
j'ai l'impression que ce film souffre de quelques défauts qui vont l'empêcher de rejoindre les meilleurs opus de Spider-Man au cinéma. Déjà avec son prédécesseur direct, Far From Home, il va partager un humour omniprésent, mal dosé, et assez souvent pas réussi du tout, pas drôle, et ça c'est toujours un petit problème, une petite épine, voire une grosse épine dans le pied. Par ailleurs, les dialogues sont faibles et une actrice comme Zendaya est criminellement sous-exploitée. On a vu ce dont elle est capable dans une série magnifique comme Euphoria, et là elle est coincée dans des échanges atrocement plats dans le trio formé avec les personnages de Peter et Ned. Du côté du visuel, là encore, malheureusement, c'est la platitude. On ne peut sauver qu'une séquence plutôt longue et qu'on a plus ou moins aperçue dans les bandes annonces autour de la magie du Doctor Strange. Mais est-ce qu'on peut vraiment attribuer ça au réalisateur ou plutôt aux prouesses des équipes effets numériques, effets spéciaux? Je pense que c'est plutôt la seconde solution. Et même encore, quand on parle uniquement de ce type de séquence, de mon point de vue, à mon goût, la séquence des illusions de Mysterio dans Far From Home était nettement plus impactante, plus réussie. Et pourtant, j'ai vu vraiment ce Spider-Man No Way Home dans d'excellentes conditions, avec de l'IMAX 3D de très bonne qualité. Enfin, et toujours de mon point de vue bien sûr, qui est subjectif, le plus gros point faible de ce film va résider, et c'est plutôt contre-intuitif, chez ses antagonistes. Eh oui, le problème de reprendre des adversaires établis, c'est qu'on n'a plus rien à découvrir sur eux et qu'on estime qu'aucune dramaturgie les concernant n'est plus nécessaire à l'écran apparemment. On se retrouve donc face à des ersatz, de pâles copies sans saveur, de personnages pourtant emblématiques. Et clairement, pour dissiper le moindre doute s'il y en avait, je ne pense pas qu'il faille mettre en cause ici le jeu d'acteurs des interprètes qui vont camper ces différents adversaires, mais bien plutôt les dialogues, le scénario, puisque ces antagonistes vont faire l'objet de 10 fois plus de blagues nulles que de menaces potentielles sur les protagonistes, ou encore de bases de réflexion sur nous-mêmes, ce à quoi servent souvent les méchants, les antagonistes dans ce type de film. Et de ce fait, du fait de ce contexte général, lorsqu'un moment émotionnellement fort est voulu, souhaité par le film, il va perdre de son impact, de sa puissance. J'y reviendrai dans la partie spoiler. Dans l'ensemble, la première partie du film m'a semblé vraiment faible, avec l'exception d'une apparition qui m'a fait plaisir. Là aussi, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Et pour la suite, disons que c'est sauvé par certains jeux d'acteurs, par des tonnes de fanservice et par cette fin dont je vous parlais qui est la plus réussie nettement. Évidemment, vous avez l'habitude, il y a 2 scènes post-génériques au programme et j'y reviendrai en détail dans la partie spoiler de la vidéo qui ne va pas tarder, juste le temps de vous demander si vous avez apprécié cette vidéo, de vous abonner à la chaîne ou encore de me partager en commentaire vos propres ressentis sur ce film. Et bien sûr, si vous ne le faites pas, je serai obligé d'envoyer le haut de votre corps dans un univers et le bas dans un autre. Ça peut fonctionner, mais c'est à vous de voir. Et voilà, nous entrons maintenant sur le territoire terrible et impitoyable des spoilers. Considérez-vous comme prévenu, attention. Et j'ai envie de commencer par le phénoménal J.K. Simmons dans le rôle de Jonah Jameson, avec une utilisation de ce personnage qui résume très bien, de mon point de vue, les défauts, les faiblesses du film. Alors déjà là, ça ne fait aucun doute, on a l'effet fanservice qui va fonctionner à plein, puisqu'on retrouve ce personnage qu'on avait adoré dans la trilogie de Sam Raimi, ce personnage du directeur d'un journal qui là est à la tête d'un site de fake news plus ou moins, d'informations en continu, qui va triturer la réalité à sa sauce, mais je vais y revenir. Et on sait qu'il donnait une couleur très particulière dans la trilogie de Raimi à l'univers professionnel de Peter Parker, mais ici on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. En réalité, malheureusement, dans cette nouvelle incarnation du personnage, eh bien il n'aura aucun dialogue percutant, il n'aura aucun impact quasiment sur le scénario, si ce n'est de pousser, d'incarner cette paranoïa, cette vague d'imbécilité chez ceux qui vont être obsédés par Peter Parker et la révélation de son identité. Alors c'est vrai, dans le climat récent, on peut voir là une très légère critique, une pichenette admettons, envers le rôle de certains agitateurs dans la diffusion de fake news qui nourrissent
les cerveaux complotistes et les amateurs de ragots de fond de caniveau qui vivent en parasites sur du drama monté de toutes pièces. On a donc un petit effet meute autour de Peter, ce qui va lui causer du tort, alors que ceux qui le condamnent vont croire Jameson qui va arranger la vérité à sa sauce sur la toile via le Daily Bugle. Et malheureusement, comme je vous le disais de but en blanc, cet aspect va rester vraiment secondaire et complètement sous-exploité dans tous les moments importants du film. Du côté maintenant des adversaires plus physiques de Peter, on a assez nettement Otto Octavius et Norman Osborn qui vont se détacher du lot, mais malheureusement sans jamais atteindre l'intensité de leur présence, de leur menace, comme celle qu'on avait bien sûr dans les films de Sam Raimi. Et c'est là, de mon point de vue, un point d'autant plus dommage que les antagonistes des 2 premiers films Spider-Man avec Tom Holland étaient réussis, voire très réussis. Réussis pour Mysterio dans le numéro 2 et très réussi pour le vautour dans le numéro 1. Et bien sûr, j'en viens au grand moment d'émotion du film, à savoir la mort de Tante May. Et je trouve que du fait de cette menace vraiment diluée, de cette ombre de méchant par rapport à ce qu'on a connu, eh bien l'impact est réduit. Et puis de toute façon, avec cette scène, on a un peu une redite de ce qu'on a déjà vécu dans des versions précédentes de Spider-Man. Et par ailleurs, on pouvait assez nettement, je trouve, deviner le destin qui attendait Tante May au début de la scène, lorsqu'elle se dressait face à Norman Osborn. Toutefois, un point positif, heureusement, quant à l'influence de Tante May, et puis c'est normal, puisqu'elle va vraiment jouer de ce point de vue le rôle de l'oncle Ben d'une certaine façon, en termes de disparition et d'inspiration, c'est qu'elle va apporter cette touche d'altruisme et au-delà d'héroïsme qu'il y avait déjà bien sûr chez Peter, mais qui dans cet opus, 3e opus, va véritablement le propulser vers sa transformation de héros complet, j'ai envie de dire, avec ce final réussi. Et quand même, pour en revenir un instant à la première partie du film, j'ai envie de souligner cette réintroduction de Matt Murdock avec Charlie Cox dans le rôle, dans le MCU, et je trouve qu'en à peu près 2 minutes de présence à l'écran, à peine, il va insuffler plus d'énergie, d'envie, de crédibilité que le reste du cast, en tout cas dans toute cette première partie. C'est simple de mon point de vue, mais je suis sans doute biaisé parce que j'adore vraiment cet acteur et son interprétation de Matt Murdock, aussi bien que de Daredevil. Eh bien, j'avais vraiment l'impression de voir le personnage face à moi à l'écran, alors qu'à côté de lui, je voyais encore un petit peu peut-être les acteurs qui jouaient leur rôle. Quoi qu'il en soit, sa réintroduction, que j'attendais vraiment et dont je supposais la présence bien sûr dans ce film, me fait extrêmement plaisir. C'est une très bonne nouvelle pour la suite du MCU. On peut espérer le voir dans des films, dans sa propre série, à condition que le personnage et son héritage soient vraiment respectés, même s'il se révèle, comme je le suppose, être un variant de celui qu'on avait découvert dans la série Netflix. Il faut quand même qu'on revienne au moins un bref moment sur Doctor Strange et sa décision de lancer un sortilège qui va affecter quasiment toute l'humanité, on peut dire, pour remettre sur les rails la vie de 3 adolescents. Alors je veux dire, c'est très sympa de sa part, on vient puiser du côté de sa trop grande confiance en lui également, mais c'est quand même le type qui annonçait à Tony Stark qu'il n'hésiterait pas à sacrifier sa vie et celle de Peter si la récupération d'une pierre d'infinité était en jeu. Alors c'est vrai, on a le droit de changer, c'est même bien quand les personnages changent, mais là on n'est plus au niveau de l'évolution, on est carrément dans le Pokémon Strange. Pour en venir maintenant sur l'introduction des 2 anciens Spider-Man, je pense qu'elle n'était pas la plus habile qu'on puisse imaginer et que dans l'ensemble, cette scène dans le salon de la grand-mère de Ned était un peu chelou. Heureusement, c'était sauvé bien sûr par l'énorme quantité de fanservice qu'on nous insufflait, qu'on nous mettait en intraveineuse, et la présence qu'on ne peut pas nier de Tobey Maguire et de Andrew Garfield. Ça faisait super plaisir de les revoir comme ça, donc ça sauvait le truc. Mais quand même, imaginez un seul instant si leur introduction avait été plus rythmée, plus spectaculaire, plus imaginative, on aurait pu avoir un truc énorme, mais on peut toujours rêver. Et pour poursuivre dans la continuité de cette idée, de mon point de vue subjectif, encore une fois, l'une des grandes faiblesses de mise en scène de ce film va résider dans son incapacité à nous proposer une grande scène d'action mémorable alors qu'il a quand même 3 Spider-Man sous la main. Alors absolument rien n'approche de la fameuse scène du train de Spider-Man 2, bien sûr, mais sans aller jusque-là, même la scène du bateau dans Homecoming était, de mon point de vue, plus aboutie que celle de la Statue de la Liberté.
Alors bien sûr, hein, rassurez-vous, je vais quand même mentionner le côté encore fanservice de certains dialogues, avec par exemple la référence aux pannes sexuelles avec les pannes de lance-toile, un truc déjà vu et revu sur internet un millier de fois, mais bon, il fallait que ce soit dans le film, apparemment. On a ensuite bien sûr une référence au statut de mal-aimé qu'ont les deux films Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, avec une scène où ils lui disent « mais non, t'es vraiment amazing », etc., avec énormément de subtilité. Et enfin, on a cette scène juste un chouïa forcée où Electro va confier à Peter numéro 2, appelons-le comme ça, qu'il pensait quand même qu'il était noir. Alors pour cocher vraiment la référence à Miles Morales, mais bon, on va se consoler en se disant qu'on le retrouvera en grande forme certainement dans le film d'animation Into the Spider-Verse numéro 2, qui ça va vraiment envoyer du bois, c'est sûr. Enfin, je dis pas encore une fois que ce film No Way Home est mauvais, mais en termes vraiment de qualité, Into the Spider-Verse, ça va être un cran au-dessus. Mais enfin, comme je vous le disais, on aura droit à cette fin solide qui va là vraiment venir nous toucher avec un choix difficile, pleinement assumé par le personnage principal, hein, par le Peter Parker du MCU. Et là, le film va vraiment se centrer sur les ressentis, les choix de son protagoniste. On va enfin entrer dans quelque chose d'un peu plus personnel. Tom Holland va bien porter ces scènes, et là, ça fait plaisir. Parce que oui, même si dans l'ensemble, à titre personnel, je pense que Homecoming est un film plus maîtrisé hein, en termes de thématique, même de mise en scène, d'humour, plus maîtrisé que ce No Way Home, mais avec ce final, on va permettre à Peter, hein, qui va décider de sacrifier son bien-être au profit de la vie de son amour, de son ami, qui va lui permettre d'atteindre le niveau véritable des Spider-Man, des Spider-Men qu'on avait pu voir auparavant, et principalement, hein, bien sûr, Tobey Maguire chez Sam Raimi. Sam Raimi qui, bien sûr, hein, est le réalisateur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dont on va parler dans quelques instants. Et bien sûr, il faut quand même souligner qu'en termes scénaristiques, cet oubli de la relation entre Peter et MJ, c'est du pain béni car c'est l'un des ressorts qui fonctionne toujours, le suspense amoureux, et on le retrouvera à l'avenir, puisque toute cette relation est maintenant à refaire dans un contexte plus adulte et donc plus complexe encore sans doute. Un mot maintenant sur la première scène post-générique avec Venom, et je vais quand même expliquer ou tenter d'expliquer la logique du film pour savoir pourquoi ce personnage est là, puisqu'en théorie n'ont été appelés dans cet univers que les gens qui connaissent l'identité secrète de Peter Parker en tant que Spider-Man, et là où le film va un petit peu tirer les cheveux de la logique, c'est que je suppose qu'on va jouer sur la mémoire commune des symbiotes, et comme le Venom du Spider-Man 3 de Sam Raimi est canon, il est mentionné, il existe bel et bien, ça veut dire que via cette mémoire collective des symbiotes qui pourrait même transcender le multivers, le Venom plus récent a vaguement connaissance donc de Peter Parker, de son identité, et donc il fait partie de ceux qui sont amenés là. Je pense que c'est comme ça qu'il l'explique. Quoi qu'il en soit, et surtout depuis Venom Let There Be Carnage, je n'avais pas du tout envie, mais pas du tout, de voir cette version de Venom interagir avec les personnages du Marvel Cinematic Universe, et là, coup de génie, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais on va se débarrasser de tout ce qui gêne, à savoir cette interprétation récente avec Tom Hardy du personnage, même si j'aime bien Tom Hardy par ailleurs, mais là ça devenait vraiment ultra craignos, et on va juste garder ce qui nous intéresse pour le MCU, à savoir un petit morceau de symbiote, pour évidemment proposer une nouvelle version du personnage, laisser vraiment la porte ouverte à ça. Et ça, j'ai envie de dire, mais Kevin Feige, je te tire ma casquette, enfin je te tire la tienne. Je sais que Kevin Feige ne m'écoute pas, hein. Je pense pas, Kevin. Quant à la deuxième scène post-générique, il s'agit bien sûr carrément d'une bande-annonce pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et on peut dire que l'élément le plus marquant, sachant qu'il faudra toute une vidéo hein, pour parler de cette bande-annonce, eh bien l'élément le plus marquant qu'on peut quand même retenir, ça va être la présence d'une version plus dark de Doctor Strange, qui semble a priori, hein, plus ou moins directement, mais qui me semble plutôt plus que moins, inspiré du Doctor Strange du meilleur épisode de la série animée What If récente. Et voilà, merci d'avance pour vos pouces en l'air, pour votre soutien, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!